Bonsoir, la découverte ce matin de deux nouveaux sans-logis morts de froid à Saint-Quentin dans l'Aisne porte désormais à 6 le nombre de SDF victimes de la météo. La mobilisation est maintenant générale pour aider les sans-domicile fixe. Et si le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Simone Veil, se défend d'avoir attendu qu'il fasse froid pour tout mettre en place, force est de constater que, comme chaque année, il a fallu attendre les premières victimes pour que les initiatives se multiplient dans tout le pays. Marie-Christine Lux. Depuis hier soir, les SDF peuvent dormir au chaud, ici, à la station Saint-Martin, une station de métro désaffectée à Paris, à 2 pas de la place de la République. Pour la 3e année consécutive, la RATP a transformé les quais en dortoirs pour accueillir une centaine de sans-abri. Et puis l'usine est licenciée, 700 personnes. Ouais. Et bon, après, nous se retrouver à la rue. C'était dur, alors c'est mon ami qui m'a hébergé pendant quelques temps, et ils ont été expulsés aussi. L'ancienne station Champ de Mars a elle aussi été ouverte. Toujours à Paris, la mairie a mis en place un système de patrouille dans les rues pour secourir les personnes en grande détresse. 2300 lits supplémentaires vont aussi être débloqués. Aujourd'hui, dans toute la France, les initiatives se sont multipliées pour aider les 400 000 sans-abri. Dans la banlieue parisienne, plusieurs restaurants universitaires offrent tous les jours des repas gratuits de 18 h à 19 h. À Rennes a été mis en place un squat officiel. Dès demain, un pavillon va être mis à la disposition des sans-domicile qui ne veulent pas être hébergés dans une structure administrative traditionnelle. À Colmar, les services sociaux distribuent des bons pour des hôtels. À Lyon, un plan d'urgence a permis d'augmenter de 25% la capacité d'accueil qui est désormais de 1500 places. Pour éviter que le froid tue à nouveau, les plans d'aide ont donc été accélérés. Reste à faire parvenir aussi l'information aux sans-abri des personnes qui sont souvent coupées de la société. Nouvelle série d'arrestations dans les milieux kurdes. 152 manifestants interpellés à Paris aujourd'hui pour vérification d'identité alors qu'ils se regroupaient dans un cortège interdit par la préfecture. On savait que la nef du Grand Palais à Paris perdait ses boulons, mais là la situation est plus grave et devant l'ampleur du désastre, Jacques Toubon a décidé de fermer tout le bâtiment pour au moins 18 mois. Le Palais de la Découverte, les Galeries Nationales et l'Université Paris 4 ne rouvriront elles pas avant 2 mois. Conséquence, pas de salon du livre cette année, ni de FIAC, la foire internationale de l'art contemporain. Les grandes expositions en cours sont interrompues et 4000 étudiants vont devoir être recasés ailleurs. Pour le ministre de la Culture, pas question de jouer avec la sécurité. 22 novembre 63, 3 coups de feu trouaient le ciel de Dallas. 30 ans et 2000 livres et études plus tard, la question reste posée, qui a tué Kennedy? Vous venez peut-être de suivre le film d'Oliver Stone, JFK. Bill Clinton, en tout cas, lui, n'y croit pas. L'actuel locataire de la Maison-Blanche s'en tient aux conclusions officielles du rapport Warren. I am satisfied with the finding that Lee Harvey Oswald acted alone. I'm also very satisfied with the work done by the Secret Service. Les États-Unis ont décidé de commémorer discrètement ce 30e anniversaire de l'assassinat de Kennedy. Ici, sa secrétaire de l'époque, Evelyn Lincoln, est venue déposer, comme chaque année, une gerbe au cimetière d'Arlington. Le sénateur Edward Kennedy viendra un peu plus tard, mais traditionnellement, la famille préfère commémorer l'anniversaire de sa naissance. Le paysage politique italien bouleversé après le premier tour des municipales partielles d'hier. Les deux partis qui ont gouverné le pays pendant près de 50 ans, la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, se sont effondrés pour donner naissance à une nouvelle bipolarisation et la victoire en force de l'ancien Parti communiste d'une part et les néofascistes d'autre part. L'ex-PC remporte la victoire à Rome, Venise ou Gênes, ainsi qu'à Naples ici, avec Antonio Bassolino. Naples qui reflète bien ces élections puisque juste derrière, on trouve la candidate néofasciste, la petite fille du Duce, Alessandra Mussolini. Enfin, la mort du réalisateur et écrivain Christopher Frank, décédé subitement samedi à l'âge de 51 ans, alors qu'il venait de terminer son dernier film, tourné cet été avec Thierry Lhermitte et Marouchka Detmers. Son roman, La Nuit américaine, lui avait valu le prix Renaudot en 1972. Il avait également réalisé le film L'année des Méduses avec Valérie Caprisky. Tout de suite, la météo avec Agnès. Un anticyclone très détendu centré sur les Pays-Bas et 2 dépressions. Celle de l'Islande apportera des nuages sur les côtes de la Manche. Celle du sud du Portugal apportera des nuages sur le sud-est. Demain matin, un ciel couvert avec des averses sur les côtes méditerranéennes et un ciel nuageux avec des averses de neige, cette fois sur les côtes de la Manche. Partout ailleurs, une belle journée avec du soleil, peut-être un petit peu plus de nuages sur les frontières du nord-est. L'après-midi, les averses de neige continuent de tomber sur la pointe de la Bretagne et également de l'Alsace jusqu'à la région Rhône-Alpes. Des averses de pluie, cette fois sur le pourtour méditerranéen et partout ailleurs, de belles éclaircies, voire du soleil. Les températures -4 à Strasbourg et à Reims, -3 à Paris, -4 à Liège et 16 à Ajaccio.
Passez une excellente soirée. Hei! Odota! On toikin tapa ottaa frendi vastaan. Mitä sä tää teet? Mä tulin hakea sut himaan. Luulet, että mä lähden? Ainakin voi toivoa. En mä kuitenkaan lähde. Lähtisit nyt. Edes ottaa mun kanssa yhden paukun. Mä oon tänne asti tullut. Okei. Tamam. Bonsoir, vous venez de découvrir quelques images de Zombie and the Ghost Train. C'est une des bonnes surprises de la semaine. Une histoire d'amour, d'amitié, de rock et d'alcool qui nous entraîne d'Helsinki à Istanbul sur les traces d'un musicien mal dans sa peau. Le film est signé Mika Kaurismäki, le frère d'Aki. Il n'est jamais trop tard pour bien voir. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs cinéastes français qui revendiquent haut et fort leur indépendance. Ceux dont les films passent parfois inaperçus, ces films peu médiatisés, mal programmés dans les salles, bref, mal positionnés et qui mériteraient souvent un meilleur traitement. Pour la première fois, les cinémas de recherche de l'Île-de-France proposent donc au public, et ce jusqu'au 26 juillet prochain, de leur donner une vraie deuxième chance. De quoi souffre le cinéma indépendant? Du système actuel qui consiste à matraquer les films par le biais des émissions télévisées. Moi, par exemple, j'ai fait une expérience terrible. C'est que les seules personnes qui sont venues voir le film m'avaient vu au Cercle de Minuit. Les gens sont surpris en général, sont mis en présence d'un film tel que les films qu'on a fait, nous, je pense, et agréablement surpris. Simplement, ils ont du mal à y accéder. Il y a un problème d'accès à ce cinéma-là, quoi. Quelle leçon vous tirez de cette expérience? Moi, c'est une expérience extraordinaire pour moi, parce que je dirais, je suis allé rencontrer le public un peu partout en France, et ça a été magnifique. Malgré les difficultés, et parce que bon, il faut bien le dire qu'on est en train de creuser le tunnel avec nos ongles, et ben malgré tout, il arrive que le jour, il est au bout. Alors il faut continuer. Même si c'est difficile, c'est vraiment bien de continuer à se battre pour garder son identité, l'identité d'un cinéma qu'on a envie de faire exister. Quel est le plus beau compliment que vous ayez reçu sur votre film? C'est les spectateurs qui, à la fin du film, viennent à moi pour me demander où est-ce qu'ils pourraient apprendre la langue des signes. C'est quand on me dit que le film nous aide à la fois à vieillir et nous apprend à mourir. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est d'avoir fait le film, en fait. Moi, c'est quand les gens ils sont tellement émus qu'ils n'arrivent pas à m'en parler et que j'ai compris qu'ils avaient beaucoup aimé. Voilà, ce journal est maintenant presque terminé. Je vous laisse en compagnie d'une jeune comédienne, Hélène Foubert, qui vous présente La petite amie d'Antonio de Manuel Poirier qu'on vient de voir à l'instant. À très bientôt. Le tournage de La petite amie d'Antonio, ça a été une aventure humaine extraordinaire parce que c'était une réunion de gens qui ne se connaissaient pas du tout au départ et qui sont devenus amis sur le tournage et qui ont donné le maximum d'eux-mêmes pour Manuel Poirier et pour son film. Et pour moi, ça a été extraordinaire parce que je me suis jamais sentie autant exister que dans la peau d'un personnage qui en a du mal à exister justement. Et tout ça grâce sans doute à la confiance que Manuel avait en ce que j'ai de plus secret, alors qu'il savait rien de moi. Et aussi par le fait qu'il voulait qu'on donne le maximum de nous-mêmes, qu'on donne tout ce qu'on avait au plus juste et qu'on aille là où on touche à une vérité. Et ça, c'était unique. J'ai eu l'impression de grandir pendant ce tournage.